Bonjour, je m'appelle Étienne Daou et en juillet 2013, j'ai décidé de faire un voyage touristique en Corée du Nord. Maintenant, depuis que je suis revenu, on me pose énormément de questions. À savoir, qu'est-ce que je suis allé faire là? Pourquoi? Comment tu fais pour aller là? Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est là? Est-ce que c'est vrai que quand on est là, on est en tout temps escorté par des militaires, on n'est jamais libre de nos mouvements? J'avais un peu ce genre-là de questionnement au début, mais je vous le confirme tout de suite, c'est pas ça du tout que d'aller en Corée du Nord. En fait, si vous êtes comme moi et vous êtes intéressé à y aller, la première chose que vous allez faire, c'est probablement vous renseigner. Question de voir qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, comment ça marche, et surtout question d'en profiter pleinement pendant que vous allez y être. Il faut se renseigner et vous allez probablement tomber sur les mêmes vidéos que moi-même j'ai découvert, soit sur YouTube ou même à la télévision. Il y a quelques touristes professionnels à la télévision qui ont amené des caméras pour filmer là-bas. Sauf que ça remonte à il y a quelques années et la majorité de ces vidéos-là sont complètement désuètes. En fait, ils vous racontent l'époque sous le leader précédent. Mais le leader actuel est non seulement très jeune, mais également il a fait son éducation en Suisse, ce qui a donc permis de vivre dans un pays où il y a du tourisme libre, ce qui a probablement influencé positivement le tourisme en Corée du Nord. Et du coup, ils nous aiment bien. Ça vaut la peine. Les Nord-Coréens sont rendus quand même assez contents de nous voir qu'on est là-bas. C'est sûr, c'est encadré. Et une fois que vous avez fouillé pour votre information, la deuxième chose que vous allez probablement faire, c'est vous magasiner une agence touristique avec laquelle vous allez faire affaire. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas prendre l'avion, atterrir à Pyongyang, puis marcher dans les rues. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire partie d'un tour guidé. Tour guidé, il y en existe des tours privés, donc juste pour vous, juste pour votre famille, juste pour votre groupe. Mais d'habitude, on embarque tout simplement dans un tour de groupe. Ça coûte moins cher et ça permet de rencontrer des gens très intéressants. En fait, non seulement la Corée du Nord est intéressante, mais vos partenaires de voyage que vous allez rencontrer sont également très intéressants parce que c'est rarement un pays qu'on va découvrir comme premier voyage. La plupart des gens qui vont voyager avec vous, c'est donc des personnes qui ont l'habitude de voyager beaucoup. Je vous dirais, le monde avec moi, il avait voyagé dans au moins le quart, c'est pas la moitié des pays de la planète avant de faire la Corée du Nord. Donc, c'est très intéressant de discuter avec eux. Ils peuvent être de très précieux conseils pour vous planifier d'autres voyages après. Par contre, il faut aussi vous trouver, pour cette fois-ci, votre compagnie avec laquelle que vous allez faire affaire. C'est une compagnie qui est souvent occidentale, donc des Européens, Canadiens, Américains, ou encore une compagnie basée en Chine, ou encore des Européens basés en Chine. Ça ressemble un petit peu à tout ça comme compagnie. Assurément, elle n'est pas nord-coréenne. Il y en a 3 grandes compagnies. Je vous conseille de commencer vos recherches, surtout avec eux autres. Personnellement, c'est ceux que j'ai regardés. J'en ai vu d'autres, ils ne m'ont pas convaincu. Il y en a certaines que même quand j'étais là-bas, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc, les 3 principales. D'abord, Koryo Tour. Koryo, ce sont les plus expérimentés. Ce sont les premiers à avoir fait des voyages en Corée du Nord depuis une vingtaine d'années. Et c'est aussi avec eux que les caméras de télévision ont pu rentrer jusqu'à maintenant en Corée du Nord. Il faut savoir que c'est généralement interdit aux journalistes, de même qu'aux Sud-Coréens, ainsi qu'aux militaires. Donc, si vous êtes un d'entre eux, malheureusement, ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez, si vous avez un de ces cas-là précis, regardez avec Koryo. Aussi, si vous êtes incertain et un peu réticent à l'idée d'aller en Corée du Nord, bien, faites affaire avec les plus expérimentés, à savoir Koryo. Par contre, il s'assoit un petit peu sur leur réputation. Quand vous faites partie d'un tour de groupe standard, ce qui est très typique, comme par exemple le premier tour guidé qui va faire une tournée de Pyongyang, ce que j'ai fait personnellement, à peu près toutes les compagnies l'offrent et Koryo n'est vraiment pas les moins chers par rapport à ça. Donc, si vous êtes prêt à essayer une compagnie un peu moins expérimentée, il y a manière de sauver beaucoup d'argent. La première que vous allez trouver comme ça, c'est Juche. Juche sont très expérimentés aussi, mais quand même moins que Koryo. Et offrent sensiblement des tours très comparables pour un peu moins cher. Donc, ça vaut la peine de les regarder aussi.
Et ils ont une clientèle assez mature et assez posée. En comparaison, moi, c'est pas eux que j'ai choisi. Il y a pour, je vous disais, les personnes en vingtaine, dans trentaine, ou encore pour les parents d'ados qui traînent leur ado avec eux, je vous conseille plutôt Young Pioneer. Young Pioneer, c'est une compagnie un peu plus nouvelle, mais qui ont gagné tellement en popularité que c'est quand même une des compagnies qui a fait le plus de voyages en Corée du Nord. Et la plupart des guides touristiques, ils sont allés 20 fois, 30 fois, 40 fois en Corée du Nord. Et grâce à cette philosophie-là qu'ils font des tours guidés pour les personnes qui n'aiment pas les tours guidés. En plus d'avoir des prix très bas. Donc, c'est très intéressant à considérer. Nécessairement, ils ont une clientèle cible assez particulière. Ils ont également des thématiques particulières, comme par exemple, si vous êtes adepte de parcours, ils font des tours pour ça. Si vous êtes adepte d'aviation civile, ben, ils vous permettent ils ont 1 ou 2 voyages par année pour aller essayer des avions nord-coréens, donc d'anciens avions russes de l'ère soviétique. Ça peut être assez intéressant. Tout compte fait, moi, j'ai choisi Young Pioneer, mais peu importe avec laquelle de ces compagnies-là que vous faites affaire, eux, leur façon de faire, c'est de regarder pour faire votre voyage avec la compagnie KITC, Korean International Tour Company, qui est la compagnie gouvernementale nord-coréenne qui fait votre voyage pour vrai. Donc, finalement, votre compagnie occidentale, c'est un intermédiaire qui va s'arranger avec tout et qui va discuter pour vous, avec les Nord-Coréens, de toute la paperasse, de vous trouver un billet d'avion ou un billet de train. Elle va aussi s'arranger au niveau des visas. Va vous trouver votre hôtel, vos repas. En fait, d'habitude, quand vous y allez, c'est absolument tout inclus. Vous pourriez pratiquement ne pas sortir d'argent de votre poche, sauf que vous voulez absolument en profiter pour vous ramener des souvenirs quand vous êtes là, parce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller souvent. Il y a quelques souvenirs mémorables à se ramener quand on est là. Donc, une fois que vous avez choisi votre compagnie, vous avez choisi le tour que vous voulez faire, donc le package, je vous dis tout de suite, attendez-vous à dépenser peut-être 1500 $. De plus qu'un voyage en Chine, parce que à peu près tous ces voyages-là sont tout le temps basés à Beijing comme point de départ. Il y a quelques voyages qui sont occasionnellement disponibles à partir de d'autres destinations. C'est quand même très très rare, ce n'est pas encore fréquent, mais c'est possible. Je vous conseille de faire le standard qui consiste à aller à Beijing, tout simplement. Et surtout d'arriver là la veille. Quand vous êtes prêt à faire votre voyage, vous avez probablement déjà tout réglé d'avance la paperasse. Par Internet, tout simplement. Donc, vous envoyez des formulaires qui confirment ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, numéro de passeport, des choses comme ça. Et aussi, ben, vous confirmez les dates. Vous faites également vos paiements, souvent par PayPal. Donc, ça se fait tout par Internet avant d'arriver à Beijing. Et à Beijing, il faut y être au moins la veille. N'arrivez pas la journée même, n'arrivez pas 2-3 heures avant votre vol pour la Corée du Nord, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps un briefing la veille pour vous renseigner sur les choses à faire et ne pas faire quand vous êtes en Corée du Nord. Et aussi s'adapter aux imprévus de dernière minute parce que c'est très, très, très possible qu'il y en ait. Maintenant, ce briefing-là, personnellement, j'avais hâte de l'entendre parce que c'est la première étape de ce qu'on peut voir dans n'importe quelle vidéo Internet ou télévisée, le briefing pour se préparer à la Corée du Nord, où est-ce qu'on se fait renseigner sur ce qu'on peut faire et ne peut pas faire. Je m'étais fait des idées. Je m'étais fait bien des idées. La réalité, c'est que c'était pas ça du tout. D'abord, j'arrive là, je croise quelques confrères de voyage. Et essentiellement, ce sera les nouvelles personnes avec qui je vais partager cette aventure-là. Ensuite, notre guide touristique se présente, ainsi que son équipe, et commence le briefing en question, où est-ce que j'étais pour me faire renseigner de plein d'affaires spéciales qu'on peut faire et ne peut pas faire. J'ai été déçu par le fait que, essentiellement, il n'y a aucune règle bizarre ou pratiquement aucune. Parmi les règles spéciales, je vais tout de suite vous les donner. La première, c'est que quand il y a une statue d'un des leaders, il faut la photographier ou la filmer en entier.
faire un mauvais cadrage, exemple, seulement sur le haut de la statue pour avoir que la tête, ou encore s'il y a quelqu'un qui marche devant et on filme que la personne devant, donc en coupant que les pieds de la statue, c'est mal vu. No, that's fine. If you have a question that you think might be controversial or might be, offensive, or they might take it in some regard, run it by one of us, and we'll either give you the answer to it, or we'll say if it's appropriate or not appropriate. Going, hey, where are the prison camps at? Can we see them? Is not going to help out with the relationship with the guys, right? Il y a aussi que quand on a une photo d'un leader, c'est très mal vu de la plier. Et rapidement, ça s'impose comme étant un problème par le fait que le journal est très facilement accessible, même en anglais. On veut l'avoir, on veut le ramener. Et il y a tout le temps une photo du leader sur la première page, et le journal est grand comme ça, fait que c'est un petit peu encombrant que de le traîner sans le plier dans nos valises. Donc, ça, c'est une autre des règles un peu spéciales. Nécessairement, si vous allez en Corée du Nord dans le but de vous ostiner avec eux au sujet de la politique, vous allez passer un très mauvais voyage. Faites-les pas. Faites-les pas, ça sert à rien de faire ça. Allez-y juste dans le but d'avoir du fun, puis de découvrir une culture et de vous ouvrir sur le monde. Vous allez avoir du fun. Mais pour vous ostiner, c'est pas le bon endroit. Faites-les pas. En termes de règles à part de tout ça, il y en a très peu. C'est sûr, c'est un groupe qui se suit. Sauvez-vous pas. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à faire si vous sauvez, je vous le confirme. Part de ça, il n'y a pas grand-chose. J'avais entendu plein de règles spéciales. Par exemple, si vous traînez une caméra, pas d'objectif de plus de 150 mm. J'avais vu ça quelque part, ok, pas plus que 150 mm. Ça m'a ennuyé un petit peu parce que j'ai un objectif de 200 mm. Donc c'est un peu plus. Et on m'a tout de suite dit non, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Ils ne veulent pas que vous ameniez une caméra de télévision ou avec un objectif de genre télescope. Mais tant que ça a l'air normal comme objectif, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Puis ils n'ont même pas été prêts de m'ennuyer avec ça, les Nord-Coréens. On m'avait dit aussi pas de littérature politique. Là-dessus, je m'en faisais un petit peu parce que j'ai le guide Brent sur la Corée du Nord. Ça, il n'y a aucun problème. J'ai un guide également sur la Corée du Sud. Je me disais, est-ce que ça va créer un froid? Non, il n'y a pas de problème non plus. En termes de littérature politique, j'ai le petit livre rouge de Mao, donc je voulais savoir, est-ce que oui ou non, il porte problème? Il ne porte pas problème non plus. Je peux traîner mon ordinateur, je peux traîner mon téléphone intelligent, même si c'est un Samsung fait en Corée du Sud, qui est sous Android, donc avec Google Maps. Aucun problème, ils ont l'habitude, aucun enjeu avec ça. En fait, je m'étais prévu me louer une case à l'aéroport de Beijing pour pouvoir laisser des choses, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Tout ce que j'avais emmené pour mon voyage, je l'ai traîné jusque-là. Il n'y avait absolument aucun problème, je ne me suis jamais fait ennuyer là-dessus. Donc, un peu déçu de ce briefing-là. Par contre, à la fin du briefing, il y a une petite panique auprès de nos organisateurs. On se demande c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Et on nous informe que l'avion du lendemain a été retardé de quelques heures, ce qui venait à nous stresser énormément au niveau de notre cédule de voyage. On s'est dit, il n'y a pas de problème, on va s'arranger, parfait. Et le temps de dire ça, on se fait informer. Non, il a encore été reporté de quelques heures de plus, et là, c'était la catastrophe au niveau de notre cédule, ça ne marchait plus. On avait des activités très précises de prévues pour la première journée qui devaient être annulées. Notre seule solution, c'est d'y aller plus tôt que prévu. Donc, quand je vous dis que c'est important d'aller au meeting avant, il y a une ou deux personnes qui avaient réussi à contourner ce meeting-là et ils ont été mal péris. Donc, faites-les pas à aller au meeting de la veille. La solution, là, on était la veille en après-midi, c'est que, étrangement, ils ont trouvé un autre avion qui avait de la place pour nous tous dedans. J'ai jamais compris ce qui s'est passé. Mais assurément, il y avait un autre avion à 6 h du matin. Donc, alors que tout le monde avait prévu avoir de la difficulté à s'endormir avant de faire un voyage aussi spécial que la Corée du Nord, on s'est tous fait dire qu'il fallait aller se coucher pour à peu près 7 h le soir, question d'être réveillé à 2-3 h du matin pour être à l'aéroport à 4 h du matin. Ça a été un défi en soi, mais ça a été ça la façon de s'arranger avec ça. Donc pour ça, c'est important de faire affaire avec une bonne compagnie, question d'être en mesure de contourner ce genre-là d'imprévu. On nous a remis ensuite nos visas. J'étais bien content, je vous informe tout de suite, et il n'y a pas manière de le conserver. Certaines personnes rêvent d'avoir l'étampe dans leur passeport. Je vous dis, la seule façon d'avoir une étampe nord-coréenne dans votre passeport, c'est de prendre le train aller et non pas l'avion. Par avion, vous n'aurez pas d'étampe.
par le train, vous en aurez une, mais seulement aller. Moi, dans mon cas, j'ai pris avion aller, train retour, ce qui fait que j'ai absolument aucune étape. Donc, c'est une autre solution. Nécessairement, le train, ça prend 24 heures à partir de Beijing. Donc, les personnes qui prenaient le train sont parties immédiatement après cette rencontre-là. Comme ça, on a pu se rejoindre à quelques heures d'intervalle rendu à Pyongyang. Maintenant, le lendemain matin, on s'est donc retrouvé à l'aéroport et il s'arrangeait absolument avec tous nos bagages, nos passeports. C'était même drôle de voir tous les passeports empilés. On nous donne notre billet d'avion. C'est spécial d'être au kiosque écrit Koryo, Air Koryo, avec notre billet d'avion, notre nom écrit dessus. Il faut savoir que Air Koryo, c'est la seule ligne aérienne cotée une seule étoile au monde. Mais la réalité, c'est qu'ils se foutent simplement des standards internationaux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont cotés une étoile. Je ne suis pas prêt à dire que c'est du haut de gamme, mais contrairement aux lignes nord-américaines, ils ne m'ont pas chargé de suppléments pour avoir des bagages. Et il y avait un repas à bord, même si c'était un vol d'1 heure et demie. Donc, honnêtement, les Nord-Américains ont avantage à prendre sur les Nord-Coréens en termes de service à l'aéroport. Maintenant, une fois dans l'avion, on a beaucoup de paperasse à remplir. Je pensais que c'était complet, loin de là. Beaucoup de papiers à remplir. Et ensuite, on nous part un film qui est en fait des chants nord-coréens. Il y a les paroles écrites en coréen en dessous. Il y a la trame sonore et c'est un petit peu un karaoké. Ils s'attendent à ce que tout le monde chante dans l'avion. Je vous confirme qu'à 6-7 heures du matin, personne ne chantait. On mangeait notre sandwich. C'est un peu troublant. Hein? On a surtout profité du voyage en avion pour apprendre à se connaître. Et enfin, on a atterri en Corée du Nord et on a pu pour la première fois découvrir le sol nord-coréen à l'aéroport. Il y avait très peu d'avions. Le building principal de l'aéroport en lui-même est très petit. Par contre, on remarque qu'il y a des constructions, donc il est potentiellement en train de grandir. En descendant de l'avion, je regarde par-dessus mon épaule et je remarque immédiatement que le moteur est en réparation sur l'avion qu'on vient tout juste d'emprunter. C'est sûr, c'est troublant un peu. On va ensuite à l'aéroport, physiquement. J'ai pas pu prendre de photos. Par contre, je vous confirme que les douaniers sont extrêmement gentils. J'ai jamais vu ça de la planète. Ils blaguent avec nous. Les douaniers de la planète doivent s'inspirer des Nord-Coréens. C'est aussi simple que ça. On va ensuite à l'autobus. Et pour la première fois, je peux donc prendre des premiers clichés vraiment de ce qui se passe pour vrai. J'en profite, je suis un petit peu à l'affût dans l'autobus en train de filmer par la fenêtre, même si je n'ai pas demandé de permission de prendre de photos. Rapidement, je vais comprendre que je n'ai pas vraiment besoin de prendre de permission de prendre de photos, sauf si je suis devant un Nord-Coréen. Sinon, juste pour les rues, je n'ai pas d'enjeu. Il reste que je trippe, je prends des premières images de Corée du Nord, aucunement filtrées. C'est tout simplement le chemin de l'aéroport avec les vrais buildings locaux, tout simplement. Ensuite, on arrive à l'Arc de Triomphe. Et l'Arc de Triomphe est étrangement tout juste un petit peu plus gros que celui de Paris, ce qui en fait l'Arc de Triomphe le plus grand au monde. On remarque les dates 1925-1945. Il faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la Corée était sous l'emprise japonaise, donc c'est à l'effigie de la victoire sur le Japon. On débarque donc à l'Arc de Triomphe, et c'est le premier point touristique qu'on peut voir. On a une dizaine de minutes pour se promener un petit peu partout dans les environs. Pendant que tout le monde prend des photos, moi j'en profite, je sors mon cellulaire, et comme il est fait son système d'exploitation par Google, il me donne donc accès à tout ce que Google fait. Et vous savez, Google offre du Street View. Donc, quand on va dans Google Maps, on peut se promener un peu comme si on était en voiture dans à peu près n'importe quel coin, notamment de l'Amérique du Nord, certains pays d'Europe, le Japon. Mais c'est loin d'être disponible dans tous les pays. Par exemple, en Chine, c'est pas disponible. Alors, vous devinez bien qu'en Corée du Nord, c'est vraiment pas disponible. Mais, depuis le début 2013, il y a une application qui est disponible sur le téléphone, faite par Google, qui nous permet de prendre des photos
guidé par une application, fait un genre de bulle tout autour de soi. Le téléphone calcule sa bulle de photos comme dans Google Street View et permet soit de la consulter n'importe quand on veut, ou même de la publier nous-mêmes dans Google Maps pour que ça soit disponible pour tout le monde sur la planète. Je l'ai fait. Je suis donc la première personne au monde à avoir fait du Google Street View en Corée du Nord. Et au moment de faire cette vidéo, je suis toujours la seule personne à l'avoir fait. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, quand vous êtes dans Google Maps et que vous zoomez sur Pyongyang, vous pouvez peser sur le petit bonhomme jaune qui vous permet d'aller en Google Street View. Dans un pays où est-ce que ce n'est pas disponible, vous aurez donc des carrés bleus pour les photos et des ronds bleus pour des points de Google Street View. J'ai fait une dizaine de points en tout à Pyongyang. Donc, oui, il y a eu l'Arc de Triomphe, il y en a également quelques autres. Je les ai publiés le 1er août 2013, à ma connaissance, à ce que j'ai vu. J'étais bel et bien le premier. Ensuite, donc, j'en profite pour aller découvrir les environs de l'Arc de Triomphe. Et essentiellement, il y a quelques buildings très typiques nord-coréens. Je vois également la première photo typique du régime, les buildings gouvernementaux. On voit ici une tour de télécommunication avec un parc d'attractions à la base. Ça nous a vraiment surpris de voir ça là. Ensuite, on retourne dans le bus. Et première chose que je remarque, par la fenêtre, une Nexus avec des mags. C'est un char japonais de luxe, modifié. Je suis censé être en pays communiste, ça fait aucun sens dans ma tête. Ça m'amuse. Ensuite, sur la route, on voit ici les photos des anciens dirigeants. Ensuite, on voit ici un animal et un enfant qui semble tenir des biberons, une bombe, c'est pas clair. Ici, une des fameuses femmes qui fait le trafic. Et enfin, on arrive à l'hôtel Yangkakdo, un hôtel très populaire auprès des touristes. À peu près tout le monde va là. Et surtout réputé sur Internet comme quoi qu'il n'y a pas vraiment de 5e étage, mais qu'il y en aurait un, puis qu'on n'a pas le droit d'y aller, puis c'est mystérieux. Amusez-vous à fouiller à ce sujet-là, moi ça m'amuse. Ensuite, on voit ici la photo de notre chambre. Et ensuite, c'est surtout une chambre très standard. Et surtout la table de chevet, probablement, avec laquelle on était sur écoute pour s'assurer qu'on n'est pas de vilains espions capitalistes. Ensuite, on va au restaurant tournant et ils sont très fiers de leur restaurant tournant. Permet surtout de prendre de belles photos de la ville et surtout de prendre notre première bière du voyage. Je vous confirme, c'est la première de plusieurs. On profite donc du point de vue pour prendre des photos de la ville, notamment du stade, qui est le plus grand stade au monde, ou encore de la tour Juche, qui est un point touristique majeur. L'air en ville est relativement clean, mais on remarque tout de même un peu de fumée qui provient de ces usines-là. Ensuite, on quitte et on croise en chemin le Ryugyong Hotel, qui est un hôtel toujours en construction depuis les années 80. En fait, c'est un hôtel magistral, difficile à manquer en ville, superbe, mais qui a été un enfer économique pour la Corée du Nord. Ensuite, on va au musée de l'art. Je tente d'utiliser ma caméra, mais c'est interdit. Donc, j'essaie de faire quelques photos, vidéos à l'improviste. Et comme vous pouvez voir, je les ai fait beaucoup trop basses. Je ne pouvais pas voir ce que je faisais. C'est un musée à voir, surtout pour l'art de l'époque de la guerre. Où est-ce que c'est très des caricatures de population ensanglantée, d'explosions, des choses comme ça. C'est vraiment à voir. Et donc, ce musée de l'art-là est situé au Kim Il-sung Square, qui est là où est-ce qu'il y a des défilés militaires qui ont lieu. D'ailleurs, il y avait des soldats qui étaient là, sur place, en train de prendre des marques pour où les militaires devront se placer pour le prochain défilé militaire à venir. C'est donc assez amusant de voir ça, de voir que tout est parfaitement bien calculé pour que le défilé militaire soit parfait. Ensuite, on rembarque dans l'autobus et on découvre un peu la ville. On commence à voir les premières publicités pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. Ça a pris fin en juillet 1953. On est en juillet 2013, donc le 50e est imminent et on est là à ce moment-là. On croise donc différents éléments sur la route, on découvre surtout la ville, on se promène à travers différentes rues, c'est très intéressant par le fait qu'on a l'impression d'avoir passé dans toutes les rues de la ville, donc on voit vraiment tout ce qu'il y a à voir. On arrive à un hôpital, ils ont envie de nous le faire visiter, et on croise une machine pour emballer les pieds, ça en est assez troublant.
Ils nous font donc visiter leur hôpital qui est incroyablement propre, luxueux, vide, il n'y a pas de patients. Et c'est juste étrange, en même temps, ça fait rarement partie d'un voyage touristique que de visiter un hôpital, mais ils en sont fiers et veulent nous le montrer. On parle notamment de la peinture sur les murs, à quel point qu'elle a été pensée pour calmer les patients, pour qu'ils se sentent le plus confortable possible. Et on nous explique ensuite qu'il y a 3 personnes par chambre. Chaque personne a accès à son propre interrupteur pour contrôler sa propre lumière. Il y a une télévision donnée par le leader qui est très généreux envers son peuple. Ils ont leur propre douche. Et grâce à tout ce confort-là, ils se sentent mieux que chez eux. Ils se sentent comme à l'hôtel. Dans le fond, il en faut si peu pour les rendre heureux. C'est fascinant. Après ça, on nous présente les machines à rayons X qui sont au 3e étage. Et surtout, on nous ramène au rez-de-chaussée via un petit ascenseur, donc ça prend un certain temps de déménager tout le groupe. Rendu au rez-de-chaussée, on nous propose d'aller voir des bébés, tout le monde en a envie, on nous fait marcher une 50aine de mètres dans l'hôpital et on nous fait remonter dans un autre ascenseur afin d'aller voir les bébés au 3e étage. Aucune idée pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas transférés directement. On voit donc les petits poupons, on voit également des triplés, ils en sont extrêmement fiers. Et après, on nous amène dans une salle, et dans cette salle-là, on nous présente le vidéo officiel présentant l'hôpital. And the DVD has English and Korean version. Imaginez-vous ce que c'est qu'on a dormi à peine 3 heures la nuit d'avant. On sort ensuite de l'hôpital, on remarque plusieurs personnes en train de contempler des photos des anciens dirigeants. Et on passe sur la route, et on passe un parc dans lequel il y a des jeunes qui s'amusent, comme n'importe quel jeune dans n'importe quel parc de la planète, à la différence qu'en Corée du Nord, il y a un chat louche à côté du parc. On continue à se promener en ville, on remarque différents bâtiments et surtout de plus en plus de monde qui se promènent. Ils s'en vont probablement tous à la même place que nous, qui s'appelle les Mass Games. Et les Mass Games, moi personnellement, c'est une des raisons principales pour lesquelles je voulais aller en Corée du Nord. À savoir qu'il s'agit de la plus grande prestation artistique au monde. C'est une prestation qu'ils font relativement régulièrement, qui se compare tout simplement à une cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques à coup de dizaines et de dizaines de milliers de participants qui sont dans cet immense stade-là qui est plus grand qu'un stade olympique normal. C'est absolument magistral. Et dans le fond des Mass Games, face au public, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes qui tiennent des cartons de couleurs, qui les changent à tour de rôle. Maintenant, ces cartons de couleurs-là, à la gang qui sont, créent comme des pixels format géant. Et on a donc des dizaines de milliers de jeunes devant nous qui nous créent des images à coups de cartons de couleurs. C'est fascinant à voir. On nous remet donc nos tickets pour les Mass Games. Et ensuite, on se rend à l'intérieur du stade. Il y a une ambiance complètement folle, avec du bruit, une foule complètement emballée. Ça rentre en dedans de nous, on est excités. Et là, les Mass Games commencent.
prendre des photos, des vidéos de tout ce que je peux. Je suis complètement emballé. Sur ma caméra, j'ai plusieurs lentilles. Je m'amuse à les changer l'une, l'autre, zoomer sur un, vu large sur d'autres. Et tout d'un coup, j'échappe de mes mains cette lentille, qui est ma lentille de tous les jours, à date, à peu près tout ce que vous avez vu comme image provenait de cette lentille-là. Celle qui me permet de faire 95% des images que je souhaite prendre. Je l'échappe donc, elle déboule tout le stade, et je la brise, elle n'est plus capable de focusser correctement. Donc, comme vous voyez, à partir de là, mes images commencent à être très floues. Je n'ai donc pas d'autre choix que de laisser tomber ma lentille principale de ma caméra pour me concentrer sur des lentilles spécialisées comme un super zoom, mais nécessairement, je ne peux pas utiliser ça pour tout. Et surtout, d'utiliser mon téléphone cellulaire pour mes images plus générales. Donc, à partir de maintenant, malheureusement, mes images vont être de plus basse qualité.
réputation de faire aucune erreur, mais vous venez d'en voir une toute petite qu'ils ont faite. En fait, c'est la seule que ma caméra a pu capter. Et dans le fond, c'est rien du tout. Le spectacle est absolument spectaculaire. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Le lendemain matin, on repart faire une petite tournée de la ville dans le vrai but d'aller à la frontière. Avant d'aller à la frontière, donc, on se promène, on croise une belle fontaine, quelques points marquants de la ville, et ensuite on marche à travers un parc. On a l'impression d'être un peu nulle part, mais il y a énormément de monde. En fait, il y a de plus en plus de monde, ils transportent des bouquets de fleurs, c'est un peu étrange. Et on finit par arriver à travers toute cette quantité-là de personnes et ce parc, on arrive à une immense statue. La statue des deux anciens dirigeants, à savoir Kim Jong-il et Kim Il-sung. C'est un endroit où est-ce qu'on peut faire un don de fleurs. Personnellement, je ne le fais pas. Par contre, je filme mes confrères de voyage qui le font. Et du coup, si vous remarquez, je n'ai pas respecté la règle de bien cadrer les photos. Donc, si j'offense un Nord-Coréen, je m'en excuse. Je n'ai pas fait exprès. Et ce qui est surtout fascinant, c'est qu'il y a tellement de monde tout autour de nous qu'on a l'impression que toute la ville est là. C'est carrément incroyable parce qu'on se demande, est-ce que c'est le même à tous les jours? Parce qu'officiellement, nous ne sommes pas une journée d'une fête officielle. Donc, est-ce que c'est comme ça tous les jours? Si oui, c'est fantastique. Mais bon, ensuite, on repart sur la route et on s'en va vraiment en direction de la frontière. Ça nous permet de voir un peu plus la campagne nord-coréenne. Et notre guide en profite pour nous expliquer à quelles conditions les Nord-Coréens ont envie de faire des pourparlers de paix avec les Sud-Coréens. The neighboring countries, not US, not Russia, not China, just Koreans, we discuss together independently, okay? And then secondly, we reunify the country peacefully, without any armed forces and no war here, okay? Just by talks and negotiations here and understanding here, okay? And then thirdly, we reunify the country with the great unity of the whole nation. It means not just two top leaders, not just a few government officials. All the Korean people, all the Korean nation should be rallied as one nation. Even the overseas Koreans in foreign countries, we try together to reunify the country. Okay? So independently, peacefully, and the great unity of the whole nation, they are the three principles showing how we reunify the country here. Donc, les trois principes de négociation de la réunification de la Corée sont de façon pacifique, sans intervention extérieure et de façon à préserver les intérêts de tous les Coréens. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Et ensuite, donc, on continue sur la route. On croise d'abord une pancarte qui nous informe que Séoul est à 70 km. On voit l'autographe de Kim Il-sung, une carte de la frontière. Et enfin, on a une vue de la frontière qui sépare le nord du sud. Le building, la Corée du Sud, est directement en face de nous, et avec les tentes qui sont entre les deux. Et au milieu du sol, au niveau des tentes, on voit que le sol change de couleur. C'est là la vraie frontière. On voit également quelques soldats, des postes d'observation de chaque côté. Et enfin, on a le droit de photographier des militaires. On nous explique ensuite le point de vue nord-coréen des discussions autour de l'armistice de 1953, avec une traduction en simultané et en anglais et en chinois, en plus du coréen. Ça crée une cacophonie absolument incompréhensible. The US side said that they want to have armistice talks on a 10 issues. Ensuite, on a droit à une explication d'un soldat nord-coréen qui nous dit pourquoi, selon eux, ce sont eux les Nord-Coréens qui ont gagné la guerre. 중전협정 조인식이 끝난 뒤 남조선 당시 미국 대통령 아이젠하워는 대가를 컸다. 이것은 미국이 당한 순환임식이다. 다가 저들이 패배를 인정하였습니다. And after the conclusion of the war, the then president of the U.S., Eisenhower, he said that the war costed a lot, but they lost everything. 조인식 때 우리 측에서는 조선민주주의공화국 깃발을 내다놨습니다. So at the signing ceremony, our side put up our national flag.
미국 측에서는 저들의 침략사가 패망상을 유엔의 이름으로 가리게 하여 저 유엔기를 내려놨습니다. But the US side, they put up a UN flag instead of their national flag to conceal their shameful defeat with the name of UN. 현재 책상 위에 놓여있는 깃발이 그때 당시 것입니다. So this is the original flag used at the ceremony. 세계 면전에서 항복서에 도장을 찍은 미국은 수치감을 하여 깃발을 가져갈 생각하지 못하고 달아나버렸습니다. After signing the surrender document, the US side was so shameful, so they ran away without taking their own flag. 그리하여 저 유엔기는 미국의 침략사가 패망감을 보여주는 산 증거물로 오늘까지 여기에 보관되게 되었습니다. That's why the UN flag is living here, showing as evidence showing the shameful defeat of the US side in the Korean War. On quitte ensuite la frontière et on va à un village tout près où il y a un restaurant très typique coréen. Et un plat typique coréen, il faut savoir que c'est le tout plein de plats d'accompagnement un peu partout sur la table autour de nous, en plus du plat principal. On nous propose de manger de la soupe au chien et je ne peux pas m'empêcher de manger du chien pour la première fois de ma vie. La soupe est terriblement épicée, alors tout ce que je peux vous dire, c'est que du chien, c'est épicé quand on mange ça en soupe. Je ne peux pas vous en dire plus. On va ensuite à un musée à ciel ouvert qui est situé tout près. C'est un musée très historique qui nous raconte grosso modo l'évolution de la Corée il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. On nous présente notamment le taux de change qui montre qu'une vache vaut plus qu'un humain. Très intéressant. On voit d'ailleurs qu'une femme vaut généralement plus qu'un homme. On nous parle tout le long de cette visite-là très doucement au point qu'on s'endort malheureusement. 유럽에서는 이스파냐 함대가 튀르키 함대를 격파할 때 제일 처음 바닷싸움이 일어났습니다. 16세기. And in Europe at the 16th century, Spanish Navy defeated 이스파냐 함대가 Turkey Navy in 16th century. But in 14th century, in Korean dynasty, Korean people used such explosive. So it was 200 ahead of European. Et ça, c'était juste 30 secondes. Alors imaginez quand on n'a pas dormi beaucoup et on entend ça durant une heure, ça peut être un peu lourd. Par contre, ce musée-là est un excellent endroit pour acheter de l'alcool nord-coréen. Ça vaut la peine d'aller au magasin du musée, je le recommande fortement. On part ensuite sur des petites routes secondaires, loin de l'autoroute. Un petit chemin très sinueux qui nous fait monter une montagne. On croise quelques personnes locales le long du chemin. Et en tournant comme ça, on finit par monter la montagne et on arrive à un point de vue assez impressionnant avec deux pierres tombales en forme de petites collines de gazon. Et surtout, une vue sur tous les environs avec un beau point de vue à distance. C'est très intéressant à voir quand on est là. On retourne ensuite à Pyongyang et à l'entrée de la ville, il y a deux statues, une représentant le nord et l'autre le sud, afin de représenter la réunification de la Corée. C'est un point photographique très connu dans la ville. Ensuite, en soirée, on va au parc d'attractions qui est situé près de l'Arc de Triomphe. Et comme dans tous les parcs d'attractions du monde, on y croise beaucoup de machines à faire vomir d'une façon ou d'une autre. Et moi qui est un fan de montagnes russes, je découvre qu'il y en a en Corée du Nord des montagnes russes. C'est peut-être pas les plus rapides au monde, loin de là, mais bon, sont tout de même amusantes et ça vaut la peine de les essayer. Ensuite, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je demande au guide comment est-ce qu'on s'arrange et il m'informe simplement que j'ai juste à marcher complètement seul dans le parc d'attractions, sans aucune forme d'accompagnement, une centaine de mètres, je tourne à gauche et il y aura des toilettes là. Donc, je me promène seul pour la première fois en Corée du Nord, sans aucune forme de surveillance. Et je me rends aux toilettes, je réalise que je pourrais bien quitter mon groupe, mais j'ai absolument aucun intérêt à le faire, tout simplement. J'ai nulle part où aller, j'ai aucune façon de me promener, pas comme s'il y avait des taxis ni quoi que ce soit du genre, donc je vais tout simplement aux toilettes. Et sur le chemin du retour, je croise un petit Nord-Coréen qui est impressionné de me voir, parce que je suis beaucoup plus grand qu'un Coréen normal, et il questionne sa mère à mon sujet. Et je décide d'aller le voir avec l'accord de sa mère pour tenter de discuter un petit peu avec lui. Je vous montre ce que ça a donné. Bye bye. Bye. 아십니다. 아십니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사해요. 안녕하세요.
안녕. 안녕. Il est cute, hein? Ensuite, on continue à se promener dans le parc, on découvre des auto-tamponneuses, qui est le favori de tout le monde. Alors, on en profite pour y aller, on se mélange avec les Nord-Coréens et on s'amuse à se foncer dedans, comme s'il n'y avait aucune frontière entre les pays. Le lendemain matin, on reprend l'autobus et on va un peu en banlieue de Pyongyang, au milieu d'un parc. Et c'est là le lieu de naissance de l'ancien leader Kim Il-sung, qui est un personnage absolument légendaire pour les Nord-Coréens. Et là, on nous explique absolument tout sur sa façon de vivre durant ses premières années. On nous présente sa maison, sa pelle, sa pioche, le puits dans lequel il allait chercher de l'eau pour boire. On nous explique absolument tout comme c'est un exposé de Wikipédia. Et on peut également donner des fleurs. D'ailleurs, plusieurs personnes étaient passées avant nous pour le faire. On va ensuite, en ville, prendre le métro. On nous explique qu'on pourrait aller à n'importe quelle station. Ça a déjà été fait dans d'autres tours par le passé. Par contre, on préfère quelques stations particulièrement belles, particulièrement magistrales. Et donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer uniquement à ces stations-là. Il faut savoir que le métro de Pyongyang, c'est l'abri antibombe de la ville. Alors, c'est vraiment incroyablement creux sous terre. Le chemin pour y aller, ça prend plusieurs minutes d'escalier mobile. On y croise énormément de gens locaux le long du chemin. Et contrairement à ce que j'avais déjà vu dans d'autres reportages au sujet de la Corée du Nord, les touristes ne nous considèrent plus, les Occidentaux, comme étant de méchants capitalistes qui sont là pour les tuer. C'est plus ça du tout. Ils nous considèrent comme étant un genre de nouveauté intrigante. C'était vraiment l'impression qu'on avait. Peut-être quelques-uns sont légèrement méfiants, mais globalement, ils nous percevaient de façon assez positive. Et c'était vraiment intéressant étant donné qu'il y avait beaucoup de gens locaux autour de nous. Et une fois dans le métro, on remarque que, comme partout dans le monde, les locaux qui prennent le métro, ils ont des phases d'enterrement. À la différence peut-être qu'il y a des petites filles qui sont dans le métro et sont habillées en princesse. On comprendra un peu plus tard pourquoi est-ce qu'elles sont habillées comme ça, mais c'est vraiment mignon à voir. Et on voit également des photos des anciens leaders dans chaque wagon du métro afin de leur rendre honneur. Entre les rames du métro, on remarque aussi le journal du jour est affiché de façon à ce que chaque personne puisse le consulter. Ensuite, on ressort du métro, encore là, quelques minutes de tapis roulant pour revenir à la surface. Et on découvre un système de carte électronique qui nous a bien fait rire parce qu'il y a juste 16 stations. Fait que c'est pas censé être bien compliqué de se retrouver à l'intérieur de ces stations-là. Ensuite, on croise quelques Nord-Coréens qui ont appris à parler anglais et ils ont envie d'en profiter pour nous parler, simplement pour se pratiquer avec leur anglais. On regarde ce que ça a donné. On retourne ensuite à l'Arc de Triomphe. Quelques personnes dans le groupe avaient pris le train et n'avaient pas pu le voir auparavant. Alors, on en profite là. Moi, je remarque surtout plein d'étudiants parfaitement en rang, parfaitement synchronisés, qui sont là en groupe. C'est assez impressionnant de voir un aussi gros groupe. Je comprends pas c'est quoi qui se passe. On retourne sur la route ensuite et il y a encore plus de monde un peu partout, plusieurs avec des bouquets de fleurs. J'avais oublié un détail, c'est qu'on est le jour de la victoire. On est le 60e. L'armistice est signé le 27 juillet 1953 et donc le 27 juillet 2013 faisait exactement 60 ans. Nous, on va voir un cimetière militaire qui est un peu en banlieue de la ville. Il est très beau, très sobre, très solennel, un beau point de vue sur la ville, très intéressant. Mais rapidement, on réalise qu'il va falloir que l'on court. Pourquoi? Parce que c'est le fameux défilé militaire du jour de la victoire qui aura lieu. La majorité des médias occidentaux en a à peine quelques photos satellites de ça. Et nous, on pourrait potentiellement voir quelque chose dans tout ça pour la première fois. D'habitude, les touristes n'y ont pas accès. Nous, on pourrait peut-être avoir le droit de voir quelques soldats. Sitôt qu'on arrive là, on réalise qu'il y a plein de pétards qui ont eu lieu. En fait, c'est un feu d'artifice en plein jour. Du coup, avec la luminosité, nécessairement, on ne voit pas vraiment grand-chose de tout ce qui se passe.
arrive sur le site et on voit des militaires qui bloquent les rues, qui bloquent complètement le trafic. Et il y a beaucoup de monde. On a l'impression que quelque chose va se passer, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer parce que les touristes n'ont jamais eu auparavant accès à ce genre-là de défilé. Mais il y a énormément de locaux qui sont présents. En fait, ils sont partout. On voit beaucoup de monde se promener. Mais il ne se passe absolument rien. On espère voir des soldats en formation, peut-être quelques véhicules militaires. On ne sait pas trop c'est quoi qui se passe. Moi, personnellement, je m'amuse, comme d'habitude, à trouver un enfant et le filmer un peu. Je le trouve assez nonchalant. Il se promène comme si de rien n'était, à fouiller dans le gazon. On remarque qu'un enfant a toujours sa mentalité d'enfant, peu importe on est où sur la planète. Mais il y a vraiment plein de monde, ça n'en finit plus, ça se rajoute, ça se rajoute. Le feu d'artifice, dans le fond, c'était rien. Tout ce qui se passe, c'est de plus en plus de monde qui arrive. On dirait que toute la ville est là et tout le monde a les mêmes fleurs dans leurs mains. On n'en finit plus de se demander, coudonc, qu'est-ce qui va se passer, quand, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais éventuellement, la foule, elle se met à bouger. J'ai jamais compris quel a été le signal de départ. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde a avancé. En plein au milieu du coin de rue qu'il y avait là, on s'est rangé de chaque côté. La rue était assez étroite dans ce qui restait. Et c'est là que ça s'est produit, la première parade militaire complète que des touristes n'ont jamais pu voir. J'étais là, c'était la première fois le 27 juillet 2013. Tout était là, tout ce qu'on a pu entendre, les rumeurs, etc. C'était la parade militaire absolument complète. Et tout le monde avait dans ses mains une caméra. Personnellement, c'est mon téléphone sud-coréen qui a filmé les militaires nord-coréens. Regardez les images. Et moi, je trippe. Parce que je viens de filmer des gros gars nord-coréens. C'est la première fois que ça se fait. Et ça continue. On voit autre chose arriver. Et donc là, on voit des trucks de plus en plus gros qui se pointent les uns après les autres. On est complètement excités, nous, la gang d'Occidentaux, à filmer ça. Et là, on voit des tracteurs qui tirent comme ça des armes. On part un peu à rire parce que ça fait un peu moins sérieux. On a l'impression que le plus intéressant est terminé. Mais non, ça continue et là, on voit des vrais blindés arriver. Des vrais gros véhicules militaires sont absolument stupéfiants à voir en vrai. Là, on trippe et ils font un son d'enfer puis ils passent à 3 mètres devant nous. Et il y a tellement de tanks comme ça qui se promènent que rapidement on apprend à reconnaître les numéros sur les tanks, surtout le premier chiffre qui sert à différencier les modèles entre eux, donc un tank de la série 4, de la série 7, des choses comme ça. Et donc c'est ça qu'on commence à faire tellement qu'il y a de blindés qui passent directement devant nous.
pensait avoir tout vu, mais on avait tout un espoir qui se présente. Il y a des missiles qui arrivent, des missiles nord-coréens qui se présentent à nous. Là, on n'en revient carrément pas de la chance qu'on a. Champion local décide d'aller se mettre au milieu de la rue, bloquer le chemin des militaires, parce que lui, il considère qu'il a le droit d'être là. Nécessairement, la sécurité le tasse un peu. Et nous, on ne le croit pas. Qu'est-ce qu'on voit arriver à l'horizon? Des missiles atomiques nord-coréens qui se présentent là. On sait que les médias ont toutes les misères du monde à avoir des images de ça, mais nous, on a ça directement devant nous. On peut le filmer. Ils sont tellement proches qu'on a de la misère à cadrer dans nos appareils photo. Et les militaires, eux, trouvent ça bien drôle de voir des Occidentaux sur place. Alors, pendant que nous, on filme les militaires et les missiles atomiques, ben, les militaires, eux, nous filment, nous, les Occidentaux. Et notre champion revient, et il se refout au milieu du chemin, il ne réalise pas qu'il bloque le chemin à un missile atomique. C'est drôle, au final, c'est hallucinant d'avoir pu voir ça. Une fois remis de nos émotions, on va voir le monument des travailleurs situé près de là. C'est un monument très connu à Pyongyang. Je m'amuse à prendre quelques photos. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de là, il y a une petite librairie de langue internationale où est-ce que des documents nord-coréens ont été traduits en plusieurs langues, notamment en français et en anglais. Ensuite, ben, comme vous pouvez voir, en soirée, on en profite pour voir des feux d'artifice officiels du jour de la victoire, sont au-dessus de la ville. Ça nous laisse un sentiment assez spécial, compte tenu des émotions du jour qui sont encore bien présentes parmi nous. Et de voir comme ça toutes ces belles explosions-là au-dessus de la ville, ça nous laisse un peu nostalgique, surtout quand on pense que c'est notre avant-dernière soirée en ville. Le lendemain sera donc notre dernière journée. Et cette journée-là débute par une visite de la mausolée en l'honneur des deux anciens dirigeants décédés, à savoir Kim Il-sung et Kim Jong-il. C'est interdit d'y amener des caméras. En fait, la sécurité y est extrêmement élevée, beaucoup plus élevée que dans un aéroport d'ailleurs. Alors, j'ai vraiment rien pu filmer là. Je m'en excuse, j'aurais vraiment aimé pouvoir montrer ça. Il faut savoir que c'est donc très sécurisé. Essentiellement, il me restait juste mes vêtements sur moi. Tout le reste, portefeuille, caméra, petit change, avait complètement été enlevé à la sécurité. Ensuite, on nous brosse nos souliers dans des machines, on nous souffle pour être certain d'amener aucune poussière en dedans. Et là, on rentre et on finit plus de rentrer parce qu'il y a de longs couloirs horizontaux avec des escaliers mobiles horizontaux, essentiellement des genres de tapis roulants comme dans les aéroports, qui nous amènent jusqu'à un building fait tout de marbre, de lustre. C'est vraiment très luxueux et très beau à voir. C'est vraiment incroyable à y être. Et là, on peut voir la dépouille des anciens leaders. C'est là, dans des genres de cercueils en verre, et on se doit d'aller saluer de chaque côté du cercueil, mais pas vis-à-vis de la tête. Vis-à-vis de la tête, ça a l'air que ce n'est pas poli encore, pour les Coréens, mais de tous les autres côtés, on salue. Et ensuite, on visite des pièces incluant les médailles qu'ils ont gagnées durant leur vie. Certaines en Corée du Nord, alors nécessairement, ça laisse un certain clin d'œil, mais beaucoup également à l'international, des pays moins connus des Occidentaux, notamment en Afrique. Et ensuite, on voit les véhicules de transport de chacun des leaders. Donc, il y a un plein bateau d'une centaine de pieds qui a été utilisé par Kim Il-sung ou encore un gros wagon de train utilisé par Kim Jong-il. Puis sont là. Et après, à la sortie, on récupère nos équipements et on peut visiter le parc là. Je croise quelques enfants, donc j'en profite de me faire prendre en photo avec eux. Mais c'est une visite stupéfiante à faire une fois dans sa vie. Et ensuite, on va voir une exposition de fleurs qui,
intéresse plus ou moins les gens dans le groupe, mais moi j'ai rapidement compris comment faire pour s'y amuser, à savoir de larguer le groupe, parce qu'à l'intérieur de cette exposition-là, je peux aller me promener où est-ce que je veux sans suivre mon groupe, et j'en profite énormément d'aller voir les Coréens qui sont là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste une fleur réellement présentée, c'est la Kinjong-ilya, qui est une fleur rouge, qui pousse une fleur dans un pot. Donc, quand ils font une exposition de fleurs comme ça, bien, essentiellement, ils font juste mettre cette fleur-là des centaines de reprises et mettre quelques bibelots autour pour créer une thématique. Et donc, parfois, c'est des bombes, des missiles, mais des fois aussi, c'est des signes de paix, des villes, des fois, c'est des jeux de lumière avec des petits poissons en plastique. Ça peut être un peu n'importe quoi. Mais au bout de la ligne, c'est intéressant de voir que pour eux, c'est une belle exposition. Et c'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant. Non pas de voir le contenu de l'exposition, mais le contenant, la mise en contexte autour de tout ça. Qu'est-ce que ça représente pour eux, les Nord-Coréens, que d'aller là? Et parmi les choses assez intrigantes que j'ai croisées, il y avait notamment, à un moment donné, une somme comme ça de fleurs, comme on a vu un peu partout, mais avec une bombe de chaque côté, la planète au milieu et des colonnes en haut en signe de paix. Ça nous laisse quand même un peu songeurs quand on pense à ça, mais à quelque part, ça représente aussi la philosophie nord-coréenne qui est que l'armée passe en premier, parce que l'armée est là pour protéger la société, et en tant que socialiste, l'intérêt de la société est une priorité. Donc, l'intérêt de l'armée, on le voit ici, donc l'intérêt de l'armée, c'est vraiment de protéger la société, d'où cette présentation-là. On remarque également des enfants, beaucoup d'enfants, notamment des petites filles bien habillées qui se font prendre en photo dans les fleurs. Donc ça, c'est quelque chose de très typique local, je découvre ça. Je trouve ça intéressant, et surtout on croise quelques Nord-Coréens qui ont encore là envie de nous parler, alors on en profite pour discuter avec eux, également avec des enfants. Bref, ça fait une exposition sur les fleurs qu'il ne faut pas s'attarder uniquement aux fleurs, il faut vraiment s'attarder à la mise en contexte et à cette possibilité-là de pouvoir aller discuter librement avec les locaux. C'est ça qui est réellement intéressant. Et après cette exposition-là, on en profite en après-midi pour aller se faire un long dîner entre amis, entre groupes guidés, dans une salle privée, dans un restaurant. Et les serveurs, qui sont très gentils et très jolis, en profitent après le repas pour nous faire un petit spectacle de chansons typiques locales qui est honnêtement très charmant. Cette charmante prestation, un de nos guides nord-coréens décide lui aussi de nous chanter ses chansons. Bref, on commence à déconner un peu et c'est vraiment très sympathique comme ambiance.
tout ça, on est plusieurs gars qui se regroupent et vont discuter avec les jolies serveuses et on réalise qu'il y en a une ou deux qui parlent un peu anglais. Alors, on en profite pour discuter et il y a un mélange de flirt qui se mêle dans l'atmosphère, à savoir que pour elles, dans leur culture, il n'y a aucune forme de gêne à demander si vous ou non tu es célibataire ou des choses comme ça. Donc, on discute avec elles. Et moi, personnellement, je veux leur en profiter. J'ai mon appareil photo sur moi qui est en fait mon téléphone, donc je peux leur montrer des photos de ce que j'ai fait comme voyage, notamment en Chine. Je me dis que ça devrait être intéressant pour des Nord-Coréens de voir comment est-ce que c'est ailleurs, mais non, ça ne les intéresse pas. Ils ont envie de voir des photos de ma conjointe. Je leur en montre une où est-ce qu'elle arborde fièrement une jolie petite robe cocktail noire typique. Et ça les a marqués. Ça les a marqués parce qu'elles n'ont jamais vu ça, une robe qui se porte bien, mais qui en même temps très sexy, avec une femme qui affirme autant de fierté et d'assurance dans le regard. Donc, ça les marque profondément, les Nord-Coréennes. Elles s'échangent cette photo-là, elles n'en reviennent tout simplement pas. Et moi, nécessairement, il y a un peu de fierté qui vient avec tout ça, à quel point qu'elles sont marquées et n'arrêtent pas de me complimenter à ce sujet-là. Donc, je trouve c'est quand même assez amusant de voir ça. Et surtout, c'est amusant de voir à quel point que les Nord-Coréens qui connaissent l'anglais ont envie de discuter avec les touristes. Donc, ça vaut la peine. Ils sont généralement un peu plus jeunes, parce que c'est assez récent qu'ils apprennent l'anglais là-bas, mais ça vaut la peine de leur parler. Et après, donc, ce repas-là, on va voir un cirque militaire. En tant qu'habitué du Cirque du Soleil, nécessairement, je suis pas très impressionné, mais je trouve quand même intéressant une portion qu'ils ont décidé de faire, où est-ce qu'ils mélangent patinage artistique et prestations de cirque. C'est vrai, on ne vous fait peut-être pas assez, et je trouve que c'est une avenue intéressante à considérer pour le futur. Assurément, ils font quelques erreurs, mais c'est globalement intéressant comme cirque. Qui m'a le plus fasciné, c'est ici cette femme qui est parvenue à dompter des pigeons. Je me souviens pas d'avoir déjà vu ça, quoique ça doit bien exister ailleurs, mais ça m'a quand même fasciné de voir ça. Puis ces sympathiques petits pigeons-là l'écoutent parfaitement, ils suivent ses conseils, suivent ses consignes, et ils font exactement ce qu'elle leur demande. Donc, essentiellement, c'est un cirque intéressant. Il y a beaucoup d'acrobaties assez standards, mais ils se forcent vraiment pour faire du mieux qu'ils peuvent. C'est sûr qu'ils ne sont pas prêts d'ouvrir un show à Las Vegas, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir comparer ce qui se fait ailleurs dans le monde et de voir comment est-ce qu'eux autres sont parvenus à faire des prestations de cirque en étant tout de même assez coupés de ce qui se fait ailleurs sur la planète. Et donc, suite à cette visite-là du cirque, on va dans un grand magasin qu'il y a en ville. Un autre bon endroit pour acheter de l'alcool, mais également de remarquer c'est quoi qu'ils peuvent acheter eux-mêmes là-bas. Il y a quelques marques qu'on connaît en Occident et plusieurs marques qu'on ne connaît pas. Dans certaines sections du magasin, j'ai vu un peu d'électronique, un peu de télévision. C'est quand même restreint. En même temps, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait accès à quand même beaucoup de choses. Moi qui ai l'habitude notamment de magasiner dans des magasins de Cubains quand je vais à Cuba. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Surtout de comparer vraiment c'est quoi leur vraie vie à eux. Et près de là, on retourne où on avait vu la parade. Il y a une allée de bowling à côté de là. Et donc c'est une allée de bowling... tout ce qu'il y a de plus normal, avec plein de Nord-Coréens, et plusieurs d'entre nous en ont profité pour jouer une partie dans l'allée, juste à côté de celle des Nord-Coréens. On est mélangé avec eux, tout simplement. Mais moi, personnellement, je décide de partir à l'intérieur de cet immense bâtiment-là, parce que c'est quand même assez gros, et d'aller fouiller un peu partout, je découvre que dans le sous-sol, il y a un casino. Et il faut savoir, il y en a un dans le sous-sol de notre hôtel, mais on se dit que c'est peut-être juste pour les touristes, mais là, c'est vraiment un casino, pourtant un pays socialiste où est-ce que tout le monde doit être égaux. Mais non, pour les Nord-Coréens, c'est correct des casinos. Il y en a un comme ça en dessous de l'allée de bowling. Et ensuite, ben, on s'en va pour notre dernière soirée. On a ça à un endroit très très bien avec beaucoup
avec une salle d'arcade, une salle de table de billard, une salle de karaoké, mais on reste surtout marqué par cette image-là qu'il y a à l'entrée. C'est une immense présentation de la carte du monde, et je vous mets au défi de trouver le Québec là-dessus. Ou encore, il y a 2 Groenland, l'Angleterre n'existe pas, l'Europe est déformée. On y a passé à peu près 15 minutes à regarder cette carte-là, ça nous a énormément amusé de regarder tout ça. On est donc à la dernière journée, on doit quitter, moi personnellement je choisis de quitter par le train, question de pouvoir vraiment découvrir toute la campagne. C'est un trajet de 24 heures qui nous relie avec Beijing. Et donc, on dit au revoir à tout le monde, on s'en va comme ça en train, on découvre la campagne, on découvre vraiment... en fait, ils n'ont aucune façon, les Nord-Coréens, de nous cacher quoi que ce soit comme c'est là. Donc c'est pour ça, les histoires que vous avez peut-être pu entendre quand on croit que les Nord-Coréens nous cachent bien des choses, moi personnellement, j'ai eu l'opportunité comme ça de me promener dans de nombreuses rues, nombreuses régions, et je vois ce qu'il y a à voir, comme vous pouvez le voir présentement, c'est ça qu'il y a en campagne nord-coréenne, donc rien de plus, rien de moins. L'histoire de famine date de plusieurs années, donc il faut se mettre à jour, c'est tout simplement une petite campagne comme ça, tout ce qu'il y a de plus normal, typiquement asiatique, si vous allez dans n'importe quelle campagne asiatique, ça ressemble tout le temps à ça. Ensuite, on arrive à la frontière, et ce qu'il faut savoir, c'est que la frontière, c'est long. On doit changer de train, on doit passer la douane dans le train. Les douaniers viennent, sont encore extrêmement gentils, mais c'est long. Ça prend des heures et des heures réussir à passer la frontière, on en profite. Nécessairement, ils regardent ce qu'on a pris comme photo, ils s'assurent qu'on ne ramène rien d'illégal, notamment la monnaie. On ne peut pas ramener la monnaie officiellement, je sais bien qu'il en existe sur le marché noir, mais bon. Il reste que c'est très très long, et sitôt qu'on réussit enfin à franchir la frontière, on est plusieurs qui décident de courir de l'autre bord. Il y a un poulet frit. On rentre en Chine, il y a un fleuve qui sépare la Chine et la Corée du Nord, et donc sitôt qu'on arrive en Chine, il y a un poulet frit, de la nourriture chimique, c'est la seule forme qu'il y a là, mais on a tout couru là, on voulait manger du chimique, enfin, ça fait du bien. Et ensuite, on rembarque dans le train, on retourne à Beijing, on arrive à Beijing le lendemain matin, et moi, sur l'heure du dîner, j'avais un vol qui m'amenait à Séoul, en Corée du Sud. Ça fait pas 24 heures que je suis sorti de Corée du Nord que déjà je suis en Corée du Sud, et j'en profite. Nécessairement, Séoul, c'est une ville extrêmement moderne, c'est une ville absolument stupéfiante qui ressemble beaucoup à Tokyo. Il y a un musée de la guerre qui est là, avec quelques dessins d'enfants très, très, très marquants, mais étrangement, peu d'autres mentions de l'histoire de la guerre de Corée. Il est quand même possible d'aller faire un tour guidé pour aller à la frontière. Et là, on nous explique en long et en large ce qui est possible d'être fait. Nécessairement, étant donné que personnellement, je revenais du Nord, on m'a posé énormément de questions. C'était assez amusant que de discuter de ça. Et donc, quand on arrive à la frontière, bien là, c'est beaucoup plus touristique, c'est complètement ouvert à tous. On peut voir plusieurs choses, notamment un train criblé de balles. On peut également voir un mur, voir quelques vues de la Corée du Nord sont possibles. C'est quand même intéressant. Une des choses personnellement qui m'a le plus marqué, c'est que directement à la frontière, les Sud-Coréens ont décidé de mettre un gros parc d'attractions. On en profite, c'est le parc d'attractions de la frontière militaire. Donc, on arrive vraiment dans un esprit très occidental de mercantilisation des sites touristiques. Une fois à la frontière, là, on a une vue opposée. Donc, on voit la Corée du Nord et on nous demande de ne pas prendre une photo du building de Corée du Sud, mais c'est correct, je n'en avais pris une 4-5 jours auparavant. Aussi, ben, on voit à nouveau les postes d'observation de chaque côté. Et on a la possibilité, donc, à nouveau, de visiter les bâtiments. Donc, on peut aller à l'intérieur. On a ici une vue physiquement de la frontière au milieu des tentes. Et ensuite, j'ai à nouveau la possibilité de prendre une photo avec les militaires locaux. Et donc ensuite, j'ai quitté la frontière, je n'ai plus revu la Corée du Nord quelques jours après. J'ai quitté la Corée du Sud et j'y pense régulièrement à potentiellement y retourner éventuellement parce que c'était vraiment un voyage fascinant que d'être là. J'espère que je vous ai donné cette envie-là que d'y aller. Jamais au grand jamais, j'ai senti ma sécurité en danger. C'est sûr, je ne peux pas vous dire que je suis parfaitement en accord avec tout ce qui est de la Corée du Nord. Au niveau des droits de l'homme, ma vue occidentale est très différente de la leur. Pour eux,
la société passe avant l'intérêt de l'individu, et du coup, n'importe quel individu qui décide de nuire à la société est très, très, très sévèrement puni selon mes critères occidentaux. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est un pays à envier. Par contre, assurément, c'est un pays fascinant à visiter. Au sujet, par exemple, de l'arme atomique, leur position, c'est que ça fait plus de 60 ans qu'ils se font menacer par les Américains à coups d'armes atomiques. C'est normal qu'ils décident eux-mêmes de se protéger en ayant le même genre d'armes. C'est un point de vue intéressant. C'est intéressant de connaître le contre-argument dans tout au niveau politique, et ça, c'est le leur. Moi, personnellement, je m'en rappellerai, je trouve ça intéressant. Est-ce que je vous conseille d'y aller? La réponse est oui. Est-ce que je vous conseille d'y déménager pour y vivre? Ma réponse est non. C'est sûr, c'est très, très, très différent, et on ne pourra jamais, probablement, être parfaitement à l'aise avec un régime aussi différent que le nôtre. Mais c'est intéressant, et je vous confirme, jamais au grand jamais ma sécurité a été en danger. Alors, allez-y pour le plaisir de découvrir une autre culture. Ça en vaut vraiment la peine. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous pouvez nécessairement ramener des souvenirs. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui vous limite, étant donné qu'il y a quand même peu de magasins, puis les magasins, ce qu'ils vendent, vous pouvez essentiellement tout le ramener. Parmi les choses très, très, très typiques, il y a toujours des poupées en habits locaux typiques. Donc, ça, c'est parmi les choses que je pourrais vous conseiller. Ça ne coûte pas très cher, c'est à peine quelques dollars. Il y a également typiquement oriental, donc un éventail comme ça, ici en plume d'oiseau. Au niveau de l'alcool, c'est souvent ça qui intéresse le plus les gens. Produit très, très, très typique là-bas, c'est le ginseng. On voit ici, on dirait qu'il y a une carotte dedans. C'est une racine de ginseng. Ils sont très fiers de leur ginseng, qui s'appelle du Imsam. Donc ça ici, c'est un vin. Il y a un gros avantage, c'est que ça goûte pas très bon. Vraiment, c'est pas bon. Je vous le conseille pas si c'est pour le plaisir de boire. Par contre, l'avantage du fait qu'il est pas bon, ça fait que j'en bois pas souvent. Et du coup, il va me durer longtemps, parce que c'est quand même rare d'aller en Corée du Nord, donc c'est compliqué d'aller m'en chercher une autre bouteille. Pour ça, c'est une des formes d'alcool que j'ai trouvé intéressant. L'autre qui est beaucoup plus rare, c'est celui-là. Ça ressemble à un genre de whisky. J'ignore réellement c'est quoi, c'est tout écrit en coréen dessus. Il y a une image de tigre, donc ça doit être bon, c'est fait à base de tigre. J'en ai aucune idée. Assurément, lui, il est moins pire. Surtout si vous aimez des alcools forts comme du whisky, du rhum, des choses comme ça, vous allez le trouver moins pire. Nécessairement, j'en ai une toute petite bouteille, donc j'en bois pas trop. Pour moi, c'est purement l'état souvenir. Plus intéressant, par contre, je vous dirais, deux choses. Les amateurs de cartes postales, c'est possible d'en poster de là-bas. Partez avec des adresses de vos proches. Et il y en a partout des cartes postales, c'est très, très, très typique. Partout dans les magasins, c'est sûr que tout le monde se magasine. Et ils en profitent pour les poster, ça ne coûte pas très cher. Et donc, ça fait un souvenir pour tout le monde qui vous sont chers que de leur poster de là-bas, avec toutes les étampes locales. Et ça vient de Corée du Nord sans aucun problème au Canada. L'autre chose aussi, c'est des livres, c'est de la documentation. On a parfois l'impression que c'est de l'endoctrinement local. Ça vaut la peine. Regardez par exemple un des premiers livres que j'ai croisé, ça c'est 8 €. Il faut savoir c'est beaucoup les euros qu'on utilise là-bas. Donc, Kim Jong-il, The Great Man. Je ne l'ai pas encore lu, mais assurément ça me fascine. Donc c'est l'histoire de l'homme, voire du surhomme qu'est Kim Jong-il. Je veux lire ça. Je vous disais aussi qu'ils traduisent des documents. Vous voyez ici un exposé fait par un Russe à Pyongyang en 1992. Le régime socialiste venait de tomber en URSS. Et donc maintenant, la Russie a essayé d'adopter le régime capitaliste. Et nécessairement, d'un premier temps, ça ne marchait pas très bien. Alors ce Russe-là a fait un exposé à l'université de Pyongyang. Son exposé était entièrement traduit en français, d'où la cause du socialisme est invincible. Et il nous présente pourquoi est-ce qu'avec l'exemple russe, le socialisme, c'est la voie de l'avenir. C'est quand même assez intéressant de voir des énoncés qui sont faits là-dedans, en est troublant. Voyez ici un autre, lui je ne l'ai pas encore lu, le problème coréen, la présence militaire américaine en Corée du Sud. Il faut savoir que pour les Coréens, les Sud-Coréens sont très gentils. La population sud-coréenne, ce sont leurs amis et ils ont vraiment hâte de leur parler et de discuter avec eux. Ce qu'ils détestent, c'est le régime politique sud-coréen qui est complètement endoctriné par les Américains. Il faut savoir, c'est vrai que la présence américaine est flagrante en Corée du Sud et les Nord-Coréens, donc ils détestent les Américains précisément.
dans tout ce conflit-là. Donc, c'est pour ça ici, ce titre-là, et comme vous voyez, il est également en français. Autre chose également possible de trouver, et là maintenant, ça peut vous faire des cadeaux à prix relativement modique. Le journal, il est distribué gratuitement dans l'avion en anglais. Alors profitez-en, parce qu'après ça, il est difficile à trouver une fois que vous avez passé l'avion. Il se trouve notamment au centre à la librairie des langues étrangères. On peut d'ailleurs en trouver quelques parutions différentes. Et vous voyez ici, donc, Kim Jong-un, la une, évidemment, donc le leader, Kim Jong-un, guide quelques secteurs. La une, quelques semaines plus tard, Kim Jong-un inspecte quelques autres secteurs. Et encore la même chose. Donc, essentiellement, on nous présente ça. Il y a beaucoup de semi-nouvelles là-dedans, mais il y a également toujours quelques articles qui nous présentent leur point de vue à eux sur la situation entre le Nord et le Sud. Un petit extrait de qu'est-ce qui se passe à Séoul présentement, et c'est juste une histoire d'échec qui s'est passé à Séoul. Tous les succès, ils n'en parlent pas, mais sitôt qu'il y a un échec qui s'est passé à Séoul, ils se dépêchent de le relever. Pour les amateurs d'économie comme moi, le magazine du commerce étranger, donc, je vous le conseille. Encore là, c'est tout le temps une histoire de quelques euros, alors profitez-en. Et ça ici, ce sont deux livres au sujet de la Corée du Sud, en fait, des genres de revues. La rouge ici, c'est principalement au sujet des Mass Games. Donc, ça vaut la peine. Ramenez-en. Gardez-vous de la place dans vos valises. Il y a beaucoup de choses à ramener de là. Puis comme on n'y va pas souvent, profitez-en faire le plein. Ça en vaut la peine. Je vous le confirme. Surtout, allez en profiter pour voir la Corée du Sud. Il faut savoir, la Corée du Sud, c'est un succès économique majeur. Donc, tant qu'aller voir la Corée du Nord, comparez, allez voir la Corée du Sud aussi. Les Occidentaux ont oublié la Corée du Sud, mais en même temps que le Japon s'est développé dans les années 80, la Corée du Sud s'est développée beaucoup plus. Et on l'a oublié, mais c'est incroyablement intéressant. Allez à Séoul, c'est une des plus grandes villes au monde, Séoul. C'est fascinant à les voir. Et en même temps, à Pyongyang, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Nord, il n'y en a pas deux des pays comme ça. Il y en a juste un, puis un jour, il sera probablement plus comme ça, et il n'y en aura plus jamais. Donc, pendant que ça existe encore un pays de même, allez le voir. Vous ne le regretterez pas. Alors, je m'appelle Étienne Daou, et c'était mon reportage sur la Corée du Nord. Merci.